millions d'enfants congolais sont affectés par la malnutrition aiguë et plus de 6 millions souffrent des retards de croissance. C'est la situation nutritionnelle en RDC présentée ce jeudi par les partenaires de OCHA. Bienvenue à tous, merci de l'attention que vous allez accorder à cette grande édition du journal sur votre chaîne. Vous suivrez 2 pages magazines au cours de cette édition, l'une consacrée au baptême d'une barge de capacité de 1200 mètres cubes de CEP Congo et l'autre, la déclaration de chef coutumier de la province de l'Équateur en soutien au gouverneur Louis-Alphonse Koya-Diallo. D'abord, cette nouvelle, la République démocratique du Congo a pris ce jeudi 10 octobre 2013 le règne du comité de police de l'Afrique centrale. Le bâton de commandement a été remis au commissaire général de la police nationale congolaise, Charles Bisengimana, par son prédécesseur du Congo-Brazzaville. C'est en marge du 14e session ordinaire du comité des chefs de police d'Afrique qui se poursuit à Kinshasa. La session sous-régionale de la lutte contre la criminalité se clôture demain, vendredi 11 octobre 2013. Le Premier ministre Augustin Matata Ponyo continue sa visite à Chicago dans l'Illinois aux États-Unis d'Amérique. Il a rencontré mercredi 9 octobre 2013 les hommes d'affaires de cette ville où il a présenté les opportunités d'investissement en République démocratique du Congo. Reportage. Ce jour, Augustin Matata Ponyo est reçu par The Chicago Global Affair Council, le club d'hommes d'affaires les plus influents de l'État d'Illinois. Nous sommes au pays d'Obama. Le chef de gouvernement, un vrai manager, vient offrir à ses investisseurs l'opportunité de s'installer au pays de Joseph Kabila. Vous avez face à vous un pays dont l'économie offre des potentialités énormes, 4e en tête d'affiche au continent, actuellement bien géré, tourné vers la gouvernance, la croissance et la compétitivité, leur dit-il. Alors, n'hésitez pas, venez chez nous. En résumé, tout ce que nous pouvons dire qu'aujourd'hui, l'amélioration de la gouvernance économique dans notre pays, les efforts faits par la République dans le domaine notamment des réformes vigoureuses pour améliorer le climat des affaires font que davantage de partenaires bilatéraux et multilatéraux nous font énormément confiance. Certainement qu'il y a encore des progrès énormes à faire dans le domaine judiciaire, dans le domaine légal, dans le domaine commercial, mais aujourd'hui, le niveau atteint est de nature à pouvoir favoriser la venue des investissements étrangers et notamment des investissements américains. Je suis venu vendre la RDC auprès de vous pour que vous puissiez venir dans notre pays, investir et qu'ensemble, dans un partenariat gagnant-gagnant, nous puissions progresser. Ce face-à-face a été une véritable opportunité pour Matata Ponyo Mapan de présenter une fois de plus la détermination et les efforts de son gouvernement à attirer, sous l'impulsion du chef de l'État, les investissements directs étrangers. Rappelons que cette démarche puise son origine sur le nouvel engagement pris par les autorités congolaises dans le cadre de l'amélioration du climat des affaires. Le chef de l'État a annoncé samedi 5 octobre 2013 lors de la remise officielle des recommandations des concertations nationales la convocation d'un congrès pour répondre aux préoccupations de participants à ces forums. Mais que dit la Constitution sur les congrès et sa convocation? La réponse dans ses commentaires de Laïn Bofandombongo. C'est en principe ce jeudi 10 octobre 2013 que le président de la République devait annoncer des décisions importantes devant l'Assemblée nationale et le Sénat réunis en congrès. Qu'à cela ne tienne, l'opinion est tenue de se rappeler par voie des médias du cadre juridique du congrès. En effet, conformément à l'article 119 de la Constitution de la République démocratique du Congo, les 2 chambres du Parlement se réunissent en congrès pour les cas suivants, à savoir la procédure des révisions constitutionnelles, conformément aux articles 218 à 220 de la présente Constitution, l'autorisation de la proclamation de l'état d'urgence ou de l'état de siège et de la déclaration de guerre, conformément aux articles 85 et 86 de la présente Constitution, l'audition du discours du président de la République sur l'état de la nation, conformément à l'article 77 de la présente Constitution, et la désignation des 3 membres de la Cour constitutionnelle, conformément aux dispositions de l'article 158 de la présente Constitution. S'agissant du fonctionnement du Congrès, la loi fondamentale nous renseigne que lorsque les 2 chambres du Parlement de la République siègent en Congrès, le bureau est celui de l'Assemblée nationale et la présidence est à tour de rôle assurée par le président de l'Assemblée nationale et celui du Sénat.
Par ailleurs, le Congrès adopte son règlement intérieur avant d'être mis en application. Ensuite, ce dernier est communiqué par le président du Congrès à la Cour constitutionnelle qui se prononce sur la conformité de ce règlement à la présente Constitution dans un délai de 15 jours. Passé ce délai, le règlement intérieur est réputé conforme. Le directeur pays du Programme alimentaire mondial et le conseiller de coopération à l'ambassade du Canada ont été reçus tour à tour ce 10 octobre 2013 par le vice-ministre à la coopération internationale et régionale, Dismas Mambengu. Au menu des entretiens, le programme de coopération entre l'organe des Nations Unies et la République démocratique du Congo. Dieu merci Nzob Mabiala et David Tembeni pour la suite en images. Martin Olsen, directeur pays et représentant du Programme alimentaire mondial en RDC, est venu présenter au vice-ministre Dismas Mambengu la directrice adjointe de ce programme des Nations Unies, nouvellement nommée. Il était aussi question de parler des différents projets de coopération, notamment l'aide humanitaire qui est apportée à la République démocratique du Congo. Que nous mettons en place ensuite, soit avec des ONG ou avec d'autres ministres comme l'éducation, l'agriculture, etc. Donc c'est un droit de regard que nous respectons. Le projet P4P, donc la mise en place d'un système de commercialisation des vivres des petits paysans entre Bikoro et Bandaka, des interventions nutrition dans les Kasaï, et ensuite le grand volet assistance aux déplacés, qui est vraiment une assistance entre l'oriental en descendant le de Kivu jusqu'au nord de Katanga, Puerto, etc. Pour sa part, Sandra Choufani, conseiller et chef de la délégation à l'ambassade du Canada arrivée en RDC il y a un mois, est venue pour une prise de contact avec les autorités congolaises. En ce moment, les secteurs prioritaires tournent autour de la santé maternelle et infantile, la lutte contre les violences sexuelles, la gouvernance démocratique et la protection des forêts du bassin du Congo. Le Canada offre des services de base aux vulnérables pour soutenir le volet humanitaire en République démocratique du Congo. Et la situation nutritionnelle en République démocratique du Congo est le thème qui a été au centre du café de presse ce jeudi 10 octobre dans la salle de réunion du PNUD à Gombe. Il a été révélé par les partenaires dans la lutte contre la malnutrition que 45% des décès chez les enfants de moins de 5 ans est dû à la malnutrition. Organisée par OCHA, cette activité s'inscrit en marge de la journée mondiale de l'alimentation célébrée le 16 octobre de chaque année. Mamitambu, Djouzen Belebele. Les problèmes nutritionnels en République démocratique du Congo sont dus à la malnutrition aiguë comme le kwashiorkor, le marasme, la malnutrition chronique comme le retard de croissance, la carence en vitamine A et la carence en fer, ce qui entraîne plus le décès chez les enfants de moins de 5 ans. Au total, plus de 2 millions d'enfants sont affectés par la malnutrition aiguë et plus de 6 millions souffrent de retard de croissance. C'est pourquoi le PRONANUT, le PAM, l'UNICEF et la FAO travaillent de façon complémentaire pour venir à bout de cette maladie. Alors, que fait le gouvernement à propos? Selon le directeur du PRONANUT, Jean-Pierre Banéa, la RDC a adhéré au mouvement SAN, qui est un mouvement des activistes sur le plan international pour améliorer la nutrition avec tous les moyens possibles. Les causes de la malnutrition sont immédiates, sous-jacentes et fondamentales, c'est-à-dire la consommation alimentaire inadéquate, les maladies, les soins inadéquats aux mères et aux enfants. Pour les différents intervenants à ce café de presse, les dépenses consenties en faveur de la nutrition ne représentent pas une charge, mais un investissement. CEP Congo vient d'ajouter une deuxième barge à sa flotte. Elle a été baptisée mardi 8 octobre 2013 au siège de cette entreprise dénommée Yiri Arriva. Cette barge a une capacité de 1200 mètres cubes. C'est un reportage de James Katambwa. Appréciée, la première barge de CEP Congo, inaugurée le 8 décembre 2012, le service des entreprises pétrolières du Congo vient de lancer Yiri Arriva, barge de 1200 mètres cubes, fabriquée comme la première par Chani Metal. La cérémonie a eu lieu ce mardi 8 octobre 2013 au siège de cette entreprise en présence de plusieurs ministres de la République et d'autres invités de marque. C'est Jean-Claude Michaud, directeur technique de CEP Congo, qui a donné la fiche technique de cette nouvelle barge. Yiri Arriva avec ses 60 mètres de long, 12 mètres de large, 1200 mètres cubes de capacité de transport pour 1,70 m de tirant d'eau. Excusez-moi, c'est un peu technique. Aura pour mission de voguer sur les eaux du fleuve Congo. Par après, Alain Ilunga, DGA de CEP Congo, a circonscrit la manifestation.
Les produits pétroliers étant en croissance aujourd'hui, cette inauguration s'inscrit une fois de plus dans une logique de long terme visant à renforcer la confiance entre CEP Congo et ses autorités de tutelle, à renforcer aussi et surtout la compétitivité de l'entreprise. Tout en saluant la manifestation de ce jour, Louise Munga, ministre du portefeuille, a dit la détermination du gouvernement de la République d'accompagner CEP Congo. C'est donc avec une fierté légitime que l'État congolais, actionnaire dans l'entreprise d'économie mixte CEP Congo, salue la manifestation de ces jours et réitère toute sa détermination à accompagner cette entreprise dans son programme de transformation de l'environnement logistique pétrolier du pays. Comme sa sœur aînée Nsié, la barge y arriva a été bénie par le père Charles Combé avant que la ministre du portefeuille, Louise Munga, ne procède à la coupure du ruban symbolique. La journaliste Gloria Mbouya de Télé 50, marraine de cette deuxième barge de CEP Congo, a par après procédé au baptême proprement dit des l'oiseau de mer. Dans le reste de l'actualité, les experts de la République démocratique du Congo et de la République du Congo-Brazzaville vont échanger leurs expériences durant 3 jours, soit du 10 au 13-12 octobre, au cours d'un atelier sur la vie des autochtones. Cet atelier vise la formulation des recommandations susceptibles de changer les approches méthodologiques. Patrick Borel-Mukendi, Polydor Ngaziame et Damien Maung. Je disais que les experts de la République démocratique du Congo et de la République du Congo vont échanger leurs expériences durant 3 jours, soit du 10 au 12 octobre 2013, au cours d'un atelier sur la vie des autochtones. Cet atelier vise la formulation des recommandations susceptibles de changer les approches méthodologiques. Patrick Borel-Mukendi, Polydor Ngaziame et Damien Maung. C'est devant plusieurs partenaires et organisations internationales qui s'est ouvert ce jeudi 10 octobre l'atelier d'échange et partage d'expériences entre les deux Congos sur la question des autochtones. D'entrée de jeu, les coordonnateurs national de la dynamique de groupes de peuples autochtones, Patrick Saïdi, a déclaré que de telles initiatives sont à encourager. Afin de permettre aux pays du bassin du Congo de se doter d'une structure de coordination des démarches qui visent non seulement la mise en place mais aussi l'applicabilité d'une législation allant dans le sens de la promotion et la protection des droits aussi bien fondamentaux que spécifiques de l'autochtone pygmée. Le professeur Lapika Dimoufou, président du collectif des parlementaires, a indiqué qu'il faut mettre en œuvre une loi spécifique portant protection des autochtones en RDC. Il est évident qu'avant de déposer cette loi au Parlement dans sa version finale, d'ici décembre 2013, et d'impulser les échanges au niveau du Parlement d'ici le début de l'année 2014, avec l'espoir que d'ici 2015, la loi soit promulguée par le chef de l'État. Il y a des consultations qui doivent être menées cette année. Pour Alain Boussé-Ouasso, directeur de cabinet au ministère de l'Environnement, parlant au nom du ministre, a invité les participants à capitaliser les résultats du présent atelier. Renforcé par les expériences des pays de la sous-région qui sont dotés d'une telle loi et qui ont déjà ratifié la convention 0169 de l'Organisation internationale du travail, OIT en sigle. La tenue de ces assises se tient à un moment particulier de l'histoire, celui marqué par le changement climatique. La clôture interviendra le samedi 12 octobre. Le monde entier a célébré ce 10 octobre la journée mondiale de la vue autour du thème la santé oculaire universelle. À l'occasion, une grande action dénommée « Faites tester vos yeux » a été initiée au terrain municipal de Massina par le programme national de la santé oculaire et de la vision. C'était en collaboration avec le centre ophtalmologique de Massina et le Lions Club International District 409. Patricia Bassois, Josène Bélébélé.
Les statistiques de l'OMS renseignent que près de 285 millions de personnes souffrent de déficiences visuelles dans le monde entier et ce chiffre risque de connaître une flambée au cours de 20 prochaines années si des mesures efficaces ne sont pas prises à brève échéance. Cette action préviendra donc le déficit de la vue que pourrait souffrir bon nombre de personnes à l'avenir. Le message le plus important, c'est que dans notre pays aujourd'hui, nous avons des services qui peuvent prévenir toutes les maladies qui sont à la base, toutes les causes de cette cécité. Donc nous avons un programme qui existe aujourd'hui, Bensol que vous connaissez, et puis nous avons même le programme de lutte contre l'onchocercose aussi, qui est aussi une des causes de cécité. Donc toutes les interventions par rapport au cataracte, c'est faisable ici chez nous. Donc nous demandons à la population de pouvoir aller vers le centre. Les consultations se feront dans différents sites, tels que nous énumère ici le directeur du Programme national de la santé oculaire et de la vue, le docteur Makwanga Mankweo Emile. Pour cette année, nous avons prévu, à l'occasion de cette journée, d'organiser une journée de consultation ophtalmologique gratuite dans différents sites ici à Kinshasa, notamment à l'école primaire Mama Waboboto. Cela va déjà commencer aujourd'hui et ce sera pour les secouristes de la Croix-Rouge de la Tcham, de l'armée du salut à la puis à l'hôpital et à la zone de santé de Maloko. Le message de sensibilisation sur les problèmes oculaires. Une séance de distribution de lunettes par les Lance Club International. Mais cela va se faire après, au courant de ce mois d'octobre et peut-être en novembre quand nous aurons à notre disposition ces lunettes. En espérant que plusieurs patients prendront part à cette action et se feront consulter, les centres resteront ouverts. Et dans le cadre des activités préparatoires de la campagne nationale sur la planification familiale, le Programme national de la santé et de la reproduction a convié durant 2 jours les professionnels de médias à un atelier qui s'est tenu à son siège dans la commune de Kitambo. Parmi les participants, Sylvain Kapambo Sengele qui vous propose ce reportage. C'est un prélude de la campagne nationale sur la planification familiale qui aura lieu à Kinshasa du 25 octobre au 25 novembre 2013 que le Programme national de santé de la reproduction s'est fait le devoir d'organiser une série d'ateliers à l'intention des professionnels des médias, les hommes de théâtre, les membres de la société civile et tant d'autres. L'objectif principal était d'élaborer les messages sur la planification familiale pour la réussite de ces grands événements. Ayant pris part à cette réunion, quelques participants ont relevé les avantages de la planification familiale. Oui, la planification familiale, elle est très très importante, non seulement pour le couple, mais pour tout homme, toute femme, qui pratiquement déjà à un âge sexuellement actif. Ceci permet, par exemple pour une femme dans le ménage, pour éviter des grossesses trop rapprochées, des grossesses précoces, pour éviter aussi d'avoir peut-être de grossesses trop tardivement et tout comme ça, vous voyez. Parce que tous ces éléments concourent au fait à un risque, donc fait que la femme puisse courir un risque très très grave et pouvant même l'amener à la mort. Le couple, c'est restreindre la planification familiale. Parce que celle qui meurt, c'est toute femme en âge de procréation. Donc, ce qui veut dire la femme seule, comme aussi la femme qui vit en couple. Donc, la planification familiale nous aide, elle englobe et que la femme qui vit seule mais sexuellement active, ainsi que la femme qui vit dans le couple. Il faut souligner que la pratique de la planification familiale permet aux parents de mieux répondre aux besoins de leurs enfants en matière d'éducation, d'alimentation, d'habillement et du logement pour leur développement harmonieux. En société, déguerpissement forcé opéré le 8 octobre 2013 sur l'avenue Yolo dans la commune d'Ingiringiri. Cela fait suite à un conflit de succession qui oppose les prétendants qui se disputent la parcelle du défunt avocat Kitenge, Joseph Odambongambo et Giuseppe. Les reportages. C'était de la panique ce mardi pour les habitants des avenues environnant l'avenue Yolo numéro 134, à la surprise de tout le monde, où des éléments de la police débarqués ont reçu mission de faire sortir, pour ou contre son gré, Madame Ginette Kitenge
épouse du défunt maître Kitenge, décédé depuis 2009. La dite parcelle est disputée entre la veuve et l'enfant que son mari avait eu au mariage. Ces derniers se réclament le droit de disposer de la parcelle laissée par son défunt père. Laquelle parcelle est jusque-là occupée par Ginette Kitenge, qui dénonce les déguerpissements forcés dont elle est victime. Tozana na procès, tozana tribunal tozo samba, makambo esili na note. Nanu tokotita na bozindo ya dossier te. Nde yango tokendeki na appel kuna na cour d'appel batindeli biso are wana batindi namona ye ayeko bayeko tindela nga lisusu mukanda ya déguerpissement. Soki leta alobaka ke mwasi akufeli mobali baya kobimisa ye na ndako wana leta atayelanga likambo. Au cours de l'opération, l'église Logosirema, qui loue un espace dans cette parcelle, n'était pas épargnée. Pareil pour les autres locataires qui ont vu leurs objets jetés par les éléments de la police, ce que le voisin de la parcelle dénonce. Justice est ça là, car après ils arrêté. Nos sources renseignent que ce dossier est sur la table du parquet de Kalamou, qui ne s'est pas encore prononcé. Mais déjà, le déguerpissement forcé est opéré. Place à présent à la revue de presse dans une sélection et un commentaire de Sylvie Fortuné Mboula. Deux grands titres font la une de journaux parus dans la capitale Kinshasa, c'est jeudi 10 octobre. Le rapprochement entre Joseph Kabila et Etienne Tshisekedi, ainsi que le congrès prévu le mardi 15 octobre 2013. D'abord, cette information rapportée par la Prospérité, Théodore Mugalo chez Tshisekedi. Le pasteur chef de la maison civile du chef de l'État a été reçu le mardi 8 octobre par Etienne Tshisekedi, président national de l'UDPS. Cette information, ajoute les quotidiens, a été confirmée par des milieux proches de Pétunias, 10e rue Limité. Qualifiée de top secret, la rencontre n'a laissé aucune fumée sortir. Ce qui fait dire à Forum des As les signes de rapprochement. Toutes ces ouvertures des part et d'autres montrent si besoin en est que l'heure est au rapprochement entre Joseph Kabila et Etienne Tshisekedi. En toile de fond, les credos de la cohésion nationale. Le sujet ne peut être du domaine du mirage, loin de là. Kabila qui tient à ratisser large en vue de la cohésion nationale pour stopper la balkanisation qui déjà court au Nord Kivu par Rutshuru ne peut laisser le leader Maximo de l'UDPS en dehors d'un tel combat. Les signes de temps, les guides ajoutent que jamais les deux personnalités le plus en vue du pays ne s'étaient aussi rapprochées. Mais la cohésion nationale oblige. Le décan le plus radicaux donne désormais lueur d'espoir. Le porte de la résidence du président Tshisekedi qui s'ouvre à un émissaire du président Joseph Kabila sont plutôt porteuses d'espoir en cette période de la recherche de la cohésion nationale. Le discours attendu de Joseph Kabila devant les congrès, la référence plus renseigne que Kabila change de stratégie mais pas de vision. Joseph Kabila va s'adresser aux députés et sénateurs afin d'annoncer à la nation congolaise les grandes décisions que lui ont inspiré les recommandations des délégués participant à ces assises. Le quotidien s'est efforcé de décrypter le draft virtuel de ces discours. D'abord, le chef de l'État doit décréter l'état d'exception dans les deux provinces de l'État qui juste avec le pays voisin aux prétentions hégémonistes. Ensuite, prendre des mesures allant dans le sens de l'assainissement de l'environnement macroéconomique de la RDC. La corruption est à coup sûr l'ennemi redoutable de la cohésion nationale. Enfin, la quatrième décision reste l'ouverture du gouvernement à d'autres forces politiques que celle de la majorité présidentielle. Inacceptable, la chute de Matata, la manchette qu'il évoque note que bon nombre de Congolais estiment qu'il n'est pas opportun de changer de premier ministre et donc ni de gouvernement. La politique macroéconomique de Matata semble être la bonne au regard des indicateurs socio-économiques verts, même si les vécus quotidiens des Congolais ne s'en ressentent pas. On peut citer la bancarisation de la paie chaque mois. Le problème du Congo n'est pas de chercher à limoger coûte que le Premier ministre et son gouvernement, mais d'apprendre à sanctionner leur travail. La richesse du Congo estime pour sa part que pour éviter tout désagrément éventuel, le président Joseph Kabila doit marquer historiquement la marche fonctionnelle du pays par son courage de devoir donner un véritable contenu du changement par ces mesures politiques immédiates qu'il a annoncées. Auquel cas, toute autre initiative ultérieure du genre visant l'unité, la cohésion nationale ou résolution de toute crise sera désormais vouée d'ores et déjà à l'échec. Ce sera tout pour cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi et bonne soirée chez vous.
La liste de ceux qui expriment leur soutien au gouverneur de la province de l'Équateur, Louis-Alphonse Koya-Diallo, ne cesse de s'allonger. Le dernier en date, ce sont le chef coutumier de la province de l'Équateur, membres de l'Alliance nationale de l'autorité traditionnelle, qui ont organisé dernièrement à Mbandaka une rencontre avec le vice-gouverneur de la province, à travers laquelle une déclaration a été faite. L'essentiel de cette page magazine que vous propose Solange Kwale-Pembele, Sylvain Kapombobo-Sengele et Odon Joseph Bongambo. Le point sur lequel tout le monde est d'accord est qu'il manquait à la province de l'Équateur l'homme qu'il faut pour booster son développement. L'avènement à sa tête de Louis-Alphonse Koya-Diallo Mbassé Tegeringbo semble être la réponse à cette carence. Le chevronné de la territoriale des proximités qui incarne le décollage de sa province est vécu à l'Équateur comme un pont de convenance et de retrouvailles entre l'ancienne et la nouvelle génération politique de sa province. Voilà pourquoi les autorités coutumières de l'Équateur ont haussé les tons, comme les femmes l'ont fait dernièrement, pour réitérer leur indéfectible soutien à celui qu'elles considèrent comme le dernier rempart capable de sortir l'Équateur du sous-développement. Elles ont remercié les dieux tout-puissants pour sa protection à leur gouverneur et le chef de l'État Joseph Kabila pour son implication en faveur de Louis-Alphonse Koya-Diallo, actuellement convalescent au pays de Nelson Mandela. Nous remercions très sincèrement le chef de l'État, président de la République et le gouvernement central pour la promptitude avec laquelle ils ont pris en charge la situation médicale du gouverneur et réaffirmons pour cela que ces grands gestes de générosité posés à l'endroit de notre gouverneur ne restera jamais oublié dans nos esprits. D'autre plus que ça n'a fait que cimenter et consolider davantage nos liens très fructueux déjà existants entre le fils et les filles de l'Équateur et le président de la République, chef de l'État, son Excellence Joseph Kabila Kabang. L'autre sujet pour lequel les autorités traditionnelles de l'Équateur sont montées au créneau, c'est le comportement indigne pour un homme d'État que manifeste le député national Fidel Babala. N'étant pas à son premier coup, cet élu du peuple s'en est violemment pris à sa collègue élue de Bumba et fille de l'Équateur, Janine Mabunda. Les notables de l'Équateur pensent que Babala foule au pied l'esprit de la cohésion nationale qui anime les chefs de l'État, initiateurs des concertations nationales. Pour eux, la haine de Jean-Claude Mouyambo à l'endroit de Moïse Katumbi a trouvé sa juste réponse. Ceci devrait constituer une jurisprudence pour le cas de Fidel Babala, qui, au lieu de prêcher par l'exemple dans son comportement, prêche plutôt pour un contre-exemple. Les chefs coutumiers de la province de l'Équateur, membres de l'ANATC, avons le regard d'apprendre par le média le comportement désobligeant et peu responsable d'un certain député national de la province de Kinshasa, originaire de la province sœur de Bandundu et opposant, soit-il, à l'endroit de son collègue et notre fille, la princesse honorable Janine Mabunda, et c'est devant le turbine des concertations nationales qu'il a profité pour exposer son sale besogne, preuve d'absence d'éducation maternelle. Le député Fidel Babala a fait preuve d'immaturité politique et d'actes de provocation politique que la province de l'Équateur ne peut jamais tolérer. Ces notables rappellent à Fidel Babala les prescrits de l'article 62 de la Constitution qui stipule, je cite, « Nul n'est censé ignorer la loi ». Fin de citation. Lui qui légifère ne doit pas oublier qu'à ce jour, la femme est protégée par divers instruments juridiques, tant nationaux qu'internationaux. Rappelons aux instances judiciaires compétentes que le fameux honorable député a violé publiquement les dispositions pertinentes de la Constitution et du Code pénal congolais, livre 2, dont les articles 14 et 16 de la Constitution qui veillent respectueusement à l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard de la femme et assure la protection et la promotion des droits de cette dernière. En réaction à cette initiative,
Le vice-gouverneur de l'Équateur, Sébastien Impeto, s'est dit satisfait. Lui, Daniel Alphonse Koya Diallo, qui est aujourd'hui en état de convalescence et qui justement apprendra que déjà au niveau de Mbandaka, à l'Équateur, les chefs se sont mobilisés pour lui porter leur soutien. Comme tous les fils de l'Équateur, les autorités coutumières implorent l'Éternel pour le rétablissement total de leur gouverneur, lui Alphonse Koya Diallo, dont le retour est certain et attendu de tous. Arriva est le nom donné à la deuxième barge de 1200 mètres cubes du CEP Congo. Le baptême de cette barge a eu lieu mardi 8 octobre. Au siège de cette entreprise, en présence de plusieurs ministres de la République, l'essentiel de cette cérémonie haute en couleur en grand format avec James Katamba. Appréciée, la première barge des CEP Congo, inaugurée le 8 décembre 2012, le service des entreprises pétrolières du Congo vient de lancer Y-Arriva, barge de 1200 mètres cubes, fabriquée comme la première par Chani Metal. La cérémonie a eu lieu ce mardi 8 octobre 2013 au siège de cette entreprise en présence de plusieurs ministres de la République et d'autres invités de marque. C'est Jean-Claude Michaud, directeur technique de CEP Congo, qui a donné la fiche technique de cette nouvelle barge. Ce bel oiseau de mer a été conçu en 7 mois et a bénéficié d'un contrôle de la planche à dessin à sa mise à l'eau par le bureau Veritas. Cette certification est la garantie d'une conception et d'une construction de qualité qui met en valeur le savoir-faire de la société Chani Metal et de CEP Congo. Y-Arriva, avec ses 60 mètres de long, 12 mètres de large, 1200 mètres cubes de capacité de transport pour 1,70 m de tirant d'eau, excusez-moi, c'est un peu technique, aura pour mission de voguer sur les eaux du fleuve Congo et ses affluents avec sa sœur jumelle Ensien. Très prochainement, 2 petites sœurs de 500 mètres cubes accompagneront les 2 aînés qui font déjà la fierté de CEP Congo. Par après, Alain Ilunga, DGA de CEP Congo, a circonscrit la manifestation. Les produits pétroliers étant en croissance aujourd'hui, cette inauguration s'inscrit une fois de plus dans une logique de long terme visant à renforcer la confiance entre CEP Congo et ses autorités de tutelle, à renforcer aussi et surtout la compétitivité de l'entreprise et à adapter ses équipements aux besoins croissants de produits pétroliers en RDC, étant entendu que c'est bien grâce à la politique de reconstruction et de développement du pays mise en place par le président de la République, chef de l'État, que nous avons la forte augmentation de besoins en carburant, sans quoi rien ne serait possible. Dans son discours, Alain Ilunga a souligné la touche particulière apportée par Georges Sevalt, administrateur directeur général de CEP Congo, dans la direction de cette entreprise. Il a aussi levé les voiles sur le budget 2014. Ce budget 2014 comprend, entre autres, l'achat d'un pousseur, l'acquisition d'une 3e barge de 1200 mètres cubes, plusieurs camions-citernes pour les dépôts de l'intérieur du pays, la construction de nouveaux bâtiments administratifs au dépôt de Usoke à Lubumbashi, la réhabilitation complète du dépôt des Aketi, abandonné depuis 42 ans et que nous comptons inaugurer sous peu afin de desservir les localités de Bondo, Bouta, Bambessa, Poko, Mongbere, Rungu et pourquoi pas Ouatsa dans la province orientale. Tout en saluant la manifestation de ce jour, Louise Munga, ministre du portefeuille, a dit la détermination du gouvernement de la République d'accompagner CEP Congo. C'est donc avec une fierté légitime que l'État congolais, actionnaire dans l'entreprise d'économie mixte CEP Congo, salue la manifestation de ces jours et réitère toute sa détermination à accompagner cette entreprise dans son programme de transformation de l'environnement logistique pétrolier du pays grâce à l'acquisition des infrastructures qui constituent une véritable révolution dans le secteur.
Comme sa sœur aînée Nsié, la barge y arriva a été bénie par le père Charles Combé avant que la ministre du portefeuille, Louise Munga, ne procède à la coupure du ruban symbolique. La journaliste Gloria Mbouya de Télé 50, marraine de cette deuxième barge de Sep Congo, a par après procédé au baptême proprement dit des l'oiseau de mer. Pour les invités présents à cette inauguration, c'est un sens profond qu'il faudrait lui donner. Cette manifestation a un sens profond. Qu'il vous souvienne que le chef de l'État a lancé la révolution de la modernité dans ces pays. Et ce mot d'ordre est tellement bien suivi qu'aujourd'hui on vient d'assister à l'inauguration de cette grande barge. Je voudrais simplement ici remercier les autorités de Sep Congo qui ont compris qu'il faut suivre le mot d'ordre du chef de l'État qui a une vision d'un grand Congo, le Congo fort et prospère. Maurice Chikuya, DG de l'INPP, a salué le partenariat de son institution avec Sep Congo. Nous avons un partenariat qui va bientôt prendre corps entre l'INPP et Sep Congo pour la création d'un centre moderne pour tout ce qui est de conduite des engins lourds et la maintenance de ces engins. Je crois que c'est important et aujourd'hui c'est une pénurie sur le marché de l'emploi et tout ce qui est pneumatique et hydraulique, ça pose problème, mais du moment que Sep Congo a pensé à venir vers l'INPP, ça ne peut que nous réjouir, ça ne peut que porter espoir à ce que nous sommes en train de faire. Le chantier investissement à l'horizon 2025 de Sep Congo répond à la feuille de route du gouvernement qui souhaite normaliser d'ici 2014 l'approvisionnement du pays et pourvoir à la demande d'hydrocarbures de demain. Ce journal est complètement terminé. Merci de nous avoir suivis et restez branchés au programme de votre chaîne. Au revoir.